Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des livres et des lettres. Aujourd'hui on va parler de mes dernières lectures. On va donc voir le thriller Ils sont chez nous de Lisa Jewell. Puis on parlera de Wayward de Chuck Wendig. Ensuite du roman Les histoires que nous portons de Cédric Busque. Et pour terminer, Le jardin des énigmes d'Antonio Garrido. J'ai donc lu en ce début 2025, ça date un peu, mon premier thriller par Lisa Jewell. C'est une autrice britannique qu'on voit pas mal passer sur les réseaux. Elle a 56 ans et son histoire est assez cocasse puisqu'elle a travaillé pendant plusieurs années dans le commerce. Et après avoir été licenciée, une de ses amies lui a lancé un défi: écrire les 3 premiers chapitres d'un roman contre un repas dans son resto préféré. Et c'est ainsi qu'est né le premier roman de Lisa Jewell, Ralph's Party, publié en 1999 au Royaume-Uni, et qui fut un grand succès là-bas. Nous, ici, en langue française, nous pouvons lire 14 de ces romans, mais elle en a écrit 23 en tout. Et pour ma part, j'ai donc lu Ils sont chez nous aux éditions Hauteville. Le livre commence tout de suite en posant un grand mystère, puisque Libby, 25 ans, hérite de la maison dans laquelle elle a été retrouvée vivante lorsqu'elle était bébé, alors que ses parents, eux, s'y sont suicidés, en compagnie d'un certain D'été. Toutes ces infos, elle les a d'après la note qu'on a retrouvée avec eux, avec leurs cadavres. Mais ce n'est pas le seul mystère, puisque Libby avait des frères et sœurs, d'après le témoignage des voisins, et qu'ils se sont tous volatilisés. On suit donc Libby dans la découverte de cette maison qui replonge donc dans son passé, mais également 2 autres points de vue, Lucie qui vit en France avec ses enfants, et Henri, le frère de Libby. Lui, on le suit lorsqu'il est enfant, c'est un point de vue du passé. Donc on est face à une histoire à 3 points de vue sur 2 timelines différentes. C'est une histoire qui se lit assez rapidement, le roman est court. Je n'ai pas trouvé que c'était le thriller du siècle, c'est sympathique, mais pas dingo non plus. Les indices sont disséminés progressivement, donc on peut deviner assez facilement une partie de ce qu'il s'est passé. Sans en dire trop, l'histoire est un peu glauque, les personnages plus ou moins intéressants. J'ai trouvé le point de vue d'Henri plus prenant que les autres, voir ce qu'il se passait dans cette maison, ce qui a amené à la mort de leurs parents, c'était vraiment la meilleure partie selon moi. Ces moments-là sont plutôt oppressants, carrément glauques pour certains. Les points de vue contemporains, du coup, des personnages de Libby et Lucie m'ont un peu moins convaincue. Mais si vous cherchez une histoire à base de secrets de famille, d'ambiance pesante, à la limite de la folie, facile à lire, court, qui se déroule bien, vous pouvez y aller sans souci pour Ils sont chez nous de Lisa Jewell. Il y a une suite qui s'appelle Ils resteront chez nous, que honnêtement je ne pense pas lire. Je pense qu'il y a de bien meilleurs thrillers à découvrir ailleurs. Je suis très heureuse de pouvoir vous parler de ce second livre, même si je ne vais pas pouvoir vous en dire grand chose parce que c'est une suite. J'ai lu et adoré Wayward de Chuck Wendig. Petite fierté, je l'ai lu en anglais, alors que j'avais lu le premier en français. Je l'avais tellement aimé, le premier tome, que je voulais pas attendre une traduction qui viendrait peut-être pas, donc je me suis lancée en anglais. Et pour revenir un peu aux origines, Wayward, c'est la suite de l'excellent roman Les Somnambules, dont le titre en version originale est Wanderers. C'était un de mes coups de cœur 2024 et je milite fortement pour que tout le monde lise ce livre. Il peut faire peur parce que c'est un petit pavé, mais il se dévore tellement il est passionnant. Dans cette histoire, tout commence avec des gens qui se mettent à marcher dans la même direction, les yeux dans le vide. Ils ne parlent plus, ils sont inarrêtables, ils ont l'air possédés. Et ils marchent. Nous, lecteurs, on suit plusieurs personnages. Shanna, dont la sœur fait partie des marcheurs, ou des somnambules, et qui la suit parce qu'elle refuse d'abandonner sa petite sœur alors qu'on ne comprend pas ce qu'il se passe. On suit également Benjamin qui travaille pour le CDC, donc le Center for Disease Control, et qui étudie le phénomène, essaye de lui trouver une explication. Et en plus de ça, on voit comment ce phénomène est traité par la presse, par les politiques, par les réseaux sociaux, par les complotistes, et par la suite ça prend une ampleur de
fou. Il se passe tellement de choses, il y a énormément de rebondissements, énormément d'actions. Je suis assez surprise que ce ne soit pas encore adapté en série parce que ça a le potentiel pour être excellent. Les personnages sont hyper attachants, l'histoire est passionnante et ne vous inquiétez pas, la trame du tome 1 est bouclée à la fin, mais l'auteur ouvre la porte sur toute autre chose et ça m'obsédait tellement moi cette fin que j'ai fini par acheter le 2e livre en anglais et passer un très bon moment de lecture. J'étais ravie de retrouver les personnages et l'ambiance n'était pas du tout la même que pour le premier tome. On sent bien que Chuck Wendig commence à glisser tranquillement vers des récits horrifiques et c'est ce qu'il écrit depuis d'ailleurs. Il y a des scènes que je revois encore dans ma tête et qui franchement étaient terrifiantes. Il faut aimer la science-fiction pour se lancer là-dedans. C'est une très bonne duologie d'anticipation. J'ai adoré pour ma part. Tout y était. L'histoire, l'écriture, les personnages, leur évolution et l'ambiance folle du second tome. J'ai très très hâte de découvrir d'autres romans de Chuck Wendig qui a quand même publié pas mal depuis Wayward. Son tout dernier The Staircase in the Woods a l'air passionnant et parle de 5 amis lycéens qui partent faire un week-end camping. Ils découvrent un escalier dans la forêt. Un d'eux monte les marches et disparaît. Donc ça a l'air très mystérieux, très intéressant. Et il a également écrit The Book of Accidents sur une famille qui revient vivre dans la ville d'origine des parents et il se passe plein de choses étranges. Donc les deux histoires ont l'air franchement horrifiques, mais ça me donne bien envie de continuer à lire Chuck Wendig dans ce style-là, quand on voit comment il a géré Wayward et à quel point c'était bien. Donc je vous encourage chaleureusement à lire Les Somnambules, il vaut vraiment le détour. Ensuite, j'ai été contactée il y a peu par Cédric Busque, auteur auto-édité et auditeur du podcast, pour me proposer de lire l'un de ses romans et j'ai porté mon choix sur Les histoires que nous portons, qui explore l'histoire d'un homme atteint de la maladie d'Alzheimer, de sa fille et plus largement de leur famille. Alors j'avoue, je n'ai pas été franchement très cool avec cette histoire parce que je l'ai fait passer juste derrière Wayward, qui a été un coup de cœur monumental, vous l'avez bien compris. J'étais tellement désespérée à la fin de Wayward, je ne savais plus quoi lire. Et comme ce roman est assez court, je me suis dit, bon pourquoi pas. J'ai été très surprise par l'histoire, sur le fond et sur la forme. C'est un récit écrit à la première personne, sans aucune ligne de dialogue. On y suit Maria, appelée par l'EHPAD où réside son père, atteint de la maladie d'Alzheimer, car ce dernier souhaite la voir. Et on comprend assez vite que l'histoire entre Maria et son père est un peu plus complexe qu'il n'y paraît, sans savoir pourquoi, initialement. Ensuite, on navigue entre les points de vue du père et celui de Maria. Et les points de vue du père sont très, très intéressants. Vraiment bien faits. Les dates ne collent pas, les souvenirs se mélangent à la réalité. On voit bien que le père cherche des justifications logiques à tout ce qu'il se passe autour de lui et qu'il ne comprend pas du fait de sa mémoire défaillante tout ce qui se passe en fait. Parfois c'est un peu mieux, on sent que il a un regain de lucidité avant de replonger et ça c'est vraiment caractéristique de cette maladie. Préparez-vous à être surpris avec ce récit. C'est souvent lorsque vous êtes bien lancé dans votre lecture, bien conforté dans vos hypothèses, que l'histoire prend un tournant vraiment inattendu et balaye tout ce que vous pensiez être déjà acquis. Ça rend la lecture vraiment passionnante. La fin est également intrigante. Et si des gens ont lu ce livre et se rappellent de la fin, envoyez-moi un message sur Instagram pour qu'on en discute, parce que j'adorerais avoir le point de vue d'autres lecteurs sur certains passages. Je dois tout de même vous prévenir qu'il y a quelques thèmes choquants qui sont abordés. Ça spoil légèrement le récit et encore, mais je me dois de prévenir. Si vous ne voulez pas en savoir plus, vous pouvez avancer de quelques minutes. Donc, dans les thèmes choquants, nous avons beaucoup de violences et surtout des violences intrafamiliales, un meurtre, des violences sexuelles, intrafamiliales toujours, mais également d'autres thèmes, donc évidemment le thème de la maladie, des violences médicales ou institutionnelles que peuvent subir les personnes malades. Tout cela est abordé dans certains passages, bien que ces violences médicales ce ne soit pas le cœur de l'histoire. Fin des triggers, warning, on va pouvoir repasser sur les thèmes
généraux du récit. Ceux qui ont voulu passer les trigger warnings, ne partez pas trop loin, c'est bon, on a terminé. Et donc les thèmes abordés de façon globale sont la maladie d'Alzheimer forcément, mais également la mémoire, l'identité, avec beaucoup de questions sur que devient l'identité quand on perd sa mémoire, qu'on est isolé, sans proches pour nous raconter notre passé, vraiment qu'est-ce qu'on devient à ce moment-là. Mais sont abordés également les liens familiaux et les relations soignants-soignés. En résumé, j'ai vraiment été agréablement surprise par ce roman. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit traité de cette façon. J'ai aimé les rebondissements, la façon dont c'était écrit et dont on est vraiment pris de court par les retournements de situation. J'ai beaucoup aimé les questionnements que cela peut entraîner sur la mémoire, l'identité. Et j'ai également été touchée par certains des thèmes abordés, notamment les relations soignants-soignés. Si vous êtes intéressé, Cédric Busck a écrit un autre roman auto-édité également, Le jour où j'ai grandi, sur un enfant qui vit dans une famille désenchantée. Et il ne va pas tarder à publier un nouveau roman qui se focalise sur un homme et une femme qui viennent de rompre. Donc, affaire à suivre. Et à la toute fin de l'épisode, je vous lirai le tout début des histoires que nous portons pour que vous vous rendiez un peu plus compte du style d'écriture. Et le livre suivant m'a été prêté par une amie, et il s'agit de Jardin des énigmes d'Antonio Garrido. J'emprunte rarement des livres à des gens parce que j'ai déjà une pile à lire longue comme le bras, que forcément je la laisse de côté quand j'ai des prêts parce que je ne vais pas garder les livres qu'on me prête pendant 1 an. Mais là, elle et une autre amie l'avaient lu, donc elles avaient l'air vraiment très très séduites par ce roman, donc je me suis laissée tenter. Et pour revenir au Jardin des énigmes, c'est un roman qui se passe à Londres en 1851. Et on y suit Rick, un homme à la recherche des gens qui ont tué sa femme lorsqu'il travaillait pour la Compagnie des Indes. Sa quête le mène dans différents endroits, et notamment à travailler comme chasseur de primes dans les bas-fonds londoniens, puis à aider une fleuriste, entre autres. J'ai beaucoup aimé l'ambiance de ce récit. Je trouve que la toile de fond est très réussie. On est à Londres, comme je l'ai dit précédemment, on est l'année de l'exposition universelle et du Crystal Palace. On est chez une fleuriste entourée de fleurs qui prennent un petit peu de place dans l'histoire et c'est très très agréable. L'histoire en elle-même est très divertissante, il se passe énormément de choses, on est vite happé par l'intrigue, les personnages sont attachants et variés. Et un grand plus pour la toute dernière partie du livre où l'auteur nous livre comment il en est arrivé à créer cette histoire et ses personnages. J'ai trouvé ça vraiment passionnant d'en apprendre plus sur le processus d'écriture. En bref, c'est une bonne lecture divertissante et prenante qui plonge le lecteur dans le Londres de la seconde partie du 19e siècle à la veille de l'exposition universelle. On est sur un parfait mélange entre une aventure prenante et une petite touche historique très agréable à découvrir. Donc si vous voulez une lecture qui permet de s'évader, que vous aimez Londres, les fleurs, l'action et la bagarre, le Jardin des énigmes saura vous satisfaire. Et ce roman m'a permis en plus de découvrir Antonio Garrido que je ne connaissais pas du tout. Il est espagnol, il a 62 ans en 2025. Il a publié 4 romans dont Le Jardin des énigmes qui est son tout dernier. Et visiblement il aime bien faire dans l'historique puisque ses 3 autres livres se passent respectivement en 799 en Franconie, puis en Chine impériale pour le roman Le lecteur de cadavres, et aux États-Unis dans les années 30 pour le livre Le dernier paradis. Et comme promis, je vous lis le début du roman Les histoires que nous portons de Cédric Busck. Partie 1. Amnésie. Maman me manque ces derniers temps. Le mois d'octobre a sans doute sa responsabilité, avec son lot de mélancolie. Dehors, partout, les arbres aux couleurs orangées perdent leurs feuilles, le soleil laisse place à la pluie comme les certitudes au doute. C'est une saison qui a toujours provoqué en moi de longues réflexions et introspections. Je crois n'avoir jamais pensé aussi souvent à elle que depuis ma récente indépendance trouvée.
Et il le fallait. J'aurais eu honte d'habiter encore sous son toit à 45 ans déjà. Je ne voulais pas plus devenir une source d'inquiétude. À son âge, je devais l'aménager. À croire que je ne quitterais plus ses jupes ni ma Hesse natale. J'avais toujours habité à Francfort-sur-Main, là où étaient tous mes repères. Un déménagement n'est pas rien, aussi je ne m'étonne pas d'être un peu déboussolée par tous ces changements. C'est somme toute compréhensible, je le crois. Un pied dans la dépendance qui, enfin, pourra rendre ma mère fière. Je n'ai pas pu m'empêcher de songer à elle lorsque j'entrais pour la première fois dans mon nouvel appartement. Les cartons de quelques effets personnels empilés au coin de la pièce, tout me rappelle son absence. Je me remémore le regard protecteur qu'elle avait, tous ces moments où elle était là près de moi lorsque je me trompais ou semblais faire un faux pas. Non loin de sa bienveillance, j'ai élu domicile en Alsace, au 46 avenue de je ne sais plus quel type de fleurs, dans cette ville au nom imprononçable. Qu'importe, il ne reste qu'à déballer mes affaires et à prendre possession des nouveaux murs, redessiner ma vie. Bien sûr, le logement semble un peu petit, toutefois meublé de façon succincte, épurée et agréable. Guère fourni, il offre quelque chose de calme et reposant. Le mobilier peut y être parfois saugrenu, cependant je n'ai pas le goût si difficile en la matière. Les peintures manquent d'un bon coup de frais mais sont déjà décorées de tableaux colorés et des rideaux en dentelle pendent devant les fenêtres. Juste à côté, il y a un fauteuil confortable d'où je peux admirer le jardin central de la résidence. Il y a dans la chambre à coucher un grand lit équipé de barrières latérales, à côté une petite table de chevet en bois où poser mes livres. À l'angle, une modeste armoire murale assez petite dont je devrais m'accommoder pour disposer mes présentoirs de boutons de manchette. Ces objets dont je suis passionnée depuis aussi loin que je m'en souvienne sont si durs à trouver qu'ils font ma fierté. J'en détiens de toutes époques depuis leur invention au XVIIe siècle. J'ai un attrait tout particulier à ceux basés sur la période des généraux militaires allemands de la Seconde Guerre mondiale. Drôle de collection pour certains, j'y vois un passe-temps ordinaire. Pour continuer la visite, la douche à l'italienne dans la salle de bain fait face à un lavabo à hauteur réglable, et si équipée soit-elle, la pièce me semble un peu étroite. Néanmoins, le loyer acceptable me laisse penser avoir réalisé l'affaire qu'il convenait. Une seule chose me paraît au premier abord dérangeante, l'odeur désagréable de désinfectant qui rappelle les lieux impersonnels et aseptisés, sans histoire ni vie. Ça sent les vieux et leurs mouroirs. Cela me ramène à cette pensée inexorable, je ne suis pas chez moi. Par supposition, le propriétaire avait cru bien faire afin de préparer mon arrivée. Concernant le quartier, évidemment, j'aurais préféré des voisins de mon âge. Nous aurions pu sympathiser et même sortir, pourquoi pas. Je voudrais tant parler des nuits entières comme autrefois, arrêter de fuir l'ennui dans le sommeil lorsque le jour se couche à peine. Il me retrouve chaque matin à la première heure. À quoi bon? Donc voilà, les toutes premières lignes du livre Les histoires que nous portons. Et quand je l'ai commencé, moi j'avais complètement zappé que ça parlait d'un monsieur qui avait Alzheimer. J'y suis allée comme ça sans relire le résumé. Et en fait, un tout petit peu plus loin, dans le passage que je viens de vous lire, il parle à nouveau de sa maman, le narrateur, et il dit « Elle a tout de même 51 ans, ou peut-être 52 ». Et là, vraiment, je me disais « Mais c'est bizarre, parce que au tout début, il dit « J'aurais eu honte d'habiter encore sous son toit à 45 ans ». Et vraiment, je me disais, oh, il y a un souci de corrélation de date, c'est pas possible. Et en fait, en continuant, on relève plein de petits éléments comme ça, et c'est là que je me suis rappelé que, mais oui, il a Alzheimer. Et du coup, là-dessus, j'ai trouvé que c'était vraiment hyper bien fait. Tous les points de vue du père sont vraiment hyper intéressants à lire dans la construction. C'est très perturbant de se retrouver dans l'esprit de quelqu'un qui a une maladie de la mémoire et qui est perdu et qui cherche des justifications et qui essaye d'expliquer pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça, pourquoi il y a des gens en blouse blanche qui viennent chez lui. Vraiment, j'ai trouvé ça très très bien fait. Et c'est terminé pour l'épisode du jour. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Des livres et des lettres. À bientôt!